Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur BB24 et vous faites bien. Voici le sommet de ce journal. La digitalisation en cours dans tous les secteurs d'activité est en marche. Le tribunal de commerce a lancé sa plateforme de procédure lundi dernier à Cotonou. Un fléau qui touche toutes les femmes de la planète et auquel les femmes africaines n'échappent pas. Il s'agit des violences sexuelles. Au Cameroun, plusieurs associations sont engagées dans la lutte contre ce fléau. À découvrir enfin dans ce journal, un artiste designer aux atouts originaux. Il emploie des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois, donnant naissance à des créations particulières. Le Bénin continue toujours dans sa dynamique d'administration intelligente. Après les nombreux services publics désormais accessibles sur la toile, c'est au tour des procédures du tribunal de commerce de Cotonou d'être digitalisée. La plateforme de digitalisation des procédures du tribunal de commerce a vu le jour et a été présentée lundi aux avocats, huissiers, acteurs de justice et cadres du ministère de l'économie et des finances. De quoi retourne concrètement cette plateforme? Suivez ce reportage de Rodrigue Babagweto pour en savoir davantage. Il aura fallu des mois de travail pour en arriver à ce chef-d'œuvre, un outil de facilitation des procédures en ligne. Devant des acteurs de la justice et certains cadres du ministère de l'économie et des finances, Massamba présente sa nouvelle réalisation, la plateforme de digitalisation des procédures du tribunal de commerce de Cotonou. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une plateforme de digitalisation. On a trois espaces. Le premier espace, c'est là où avocats ici peuvent saisir le tribunal. Le second espace, c'est l'espace collaboratif, où les avocats et les membres du tribunal, en fonction des différentes chambres, ils peuvent ensemble travailler sur un document. Ça, c'est l'espace collaboratif. Maintenant, il faut savoir aussi que le grand public, ils peuvent connaître l'état d'un dossier juste en interrogeant la base de données. S'ils ont la référence de leur dossier, ils viennent sur le site, ils mettent cette référence-là et en retour, ils ont l'information sur le statut du dossier. Est-ce qu'il a été renvoyé? Est-ce qu'il a été vidé? Est-ce qu'il y a une décision de justice qui est sortie pour ce dossier, etc. Le troisième espace est réservé au tribunal de commerce de Cotonou qui reçoit même les différents paiements afférents au dossier et peut fournir des notifications nécessaires. Un accent est mis sur la sécurité dans le paiement. C'est-à-dire qu'avec le tribunal de commerce, par exemple, on a travaillé avec un opérateur local qui a été recommandé par le gouvernement, avec lequel on travaille, qui s'occupe de cette partie digitale de paiement en ligne. Donc ça veut dire que toute l'opération de paiement se fait au niveau de cette plateforme-là avec laquelle on travaille. Les acteurs judiciaires n'ont que des avantages à mettre à l'actif de cette plateforme. On gagne en temps, on gagne en célérité, on gagne aussi en assurance. Et l'objectif poursuivi par le tribunal de commerce est de régler les litiges en un temps record pour renforcer la fiabilité des procédures et renforcer la confiance des investisseurs. La digitalisation participe aussi d'une manière ou d'une autre à la lutte contre la corruption. Nous n'aurons plus de contact direct avec le personnel du tribunal de commerce, mais nous payons en ligne nos enrôlements. Et cela induit aussi une traçabilité du paiement et de l'enrôlement. La plateforme de digitalisation des procédures du tribunal de commerce de Cotonou est le fruit de la coopération entre le gouvernement et la Banque mondiale. Bientôt, cet instrument pourra être utilisé dans les autres juridictions du Bénin. Allons à présent à la découverte de cet artiste designer qui exprime ses sensations, son état d'âme et ses appréhensions à travers ses œuvres. Des créations particulières avec des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois. Marak, de son nom d'artiste, se dévoile à François Issou et Ulvaeus Balogun dans cet élément. Mes œuvres, en général, les masques reflètent mon état d'esprit du moment de la création.
Ce masque en fer est le reflet d'un visage partagé. Quand vous regardez bien le visage et la position de la tête, vous comprenez que c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même. C'est la mécompréhension. La mécompréhension qui laisse entrevoir un sujet universel, mais aussi une singularité qui lui donne vie. L'œuvre est de Marius Akani, alias Marak, un mécanicien de formation qui a délaissé les capots de voitures pour explorer avec grâce la fine frontière entre l'art et le design. Je me suis dit, tout ce que j'accouche, ce qui me sort de la tête, part sous le capot d'une voiture. Et j'ai décidé un jour d'arrêter avec la mécanique. Et je me suis dit, là maintenant, ce qui va me sortir de la tête peut être matériel, peut être visible quelque part, ça peut être accroché à un mur. Quand j'ai de la peine, je l'exprime par là. Quand j'ai une joie, je l'exprime par là. Tous mes états d'âme sont dans mes œuvres. Cet autodidacte façonne des pièces en bois locaux qui mêlent les fonctions du mobilier et de la sculpture. Des œuvres à travers lesquelles il explore, découvre et s'amuse à en repousser les limites. Généralement, c'est le quotidien que nous vivons. Les sœurs siamoises sont sorties de ma première connaissance de naissance de siamoises au Bénin ici. Je me suis dit, c'est des bébés. Si on voit déjà ce qu'on fait des albinos, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Je me dis, je vais quand même représenter ces bébés-là, mais en adulte, parce que j'aimerais bien qu'on prenne soin d'eux, qu'ils deviennent un jour des adultes. Quand on parle d'expression, la joie, les peines et tout peuvent se lier sur un masque. Mes émotions sont dans mes œuvres. C'est peut-être ce qui me pousse à faire beaucoup de masques aussi, entre autres, dans mes sculptures. Malgré sa trentaine d'années de pratique et de maniement du bois et du métal, Marak reste un artiste pudique. Moi, toutes mes réalisations, je les vis. Elles me viennent de très loin. Ce qui fait que j'ai du mal à m'en débarrasser. Jusque-là, je ne réussissais pas à donner une valeur à mes œuvres. Mes œuvres qui sont parties, j'en ai fait cadeau. Grâce à ses œuvres, Marak se démarque par une technique qui reflète une profonde compréhension du matériau et de la forme. Une singularité pour sortir des sentiers battus. En bref, dans ce journal, le sésame africain continue sa percée en Chine. Depuis quelques années, le marché du sésame est en pleine croissance. Tiré par la demande chinoise, le commerce de l'oléagineux progresse à grands pas, ce qui offre de nombreuses possibilités pour les pays africains exportateurs du produit. Selon les dernières données du service d'information agricole Incalo, relayé par Comodafrica, la Chine a importé entre janvier et décembre 2020 1 million de tonnes de la graine en provenance du continent. Ce volume marque une hausse de 25% par rapport à l'année dernière où un stock d'environ 812 000 tonnes a été envoyé vers l'Empire du Milieu. Une prouesse principalement attribuable aux bonnes performances réalisées par le Soudan, le Niger, l'Éthiopie et la Tanzanie. Lundi dernier a été célébrée la journée internationale des droits de la femme. Occasion pour pointer du doigt un fléau qui touche toutes les femmes de la planète et auquel les femmes du continent n'échappent pas. Il s'agit des violences sexuelles. Au Cameroun, elles sont de plus en plus nombreuses à parler grâce aux associations. Des associations qui encouragent aussi la prévention. Reportage. Derrière ces murs, le combat d'une organisation pour briser le tabou autour des violences sexuelles au Cameroun. Ce matin-là, au siège du Renata à Yaoundé, cette victime de viol qui souhaite garder l'anonymat a rendez-vous avec une conseillère. Tu auras vraiment besoin du temps pour t'en sortir de ce traumatisme-là. La jeune femme est sous le choc. À 36 ans, elle a subi de multiples agressions sexuelles. Moi, j'ai été violée 4 fois. La première fois, c'était de 3 ans jusqu'à l'âge de 7 ans. C'était par un cousin. Et la deuxième fois, c'était de 7 ans jusqu'à l'âge de 13-14 ans, comme ça, par un voisin. Et la troisième fois, c'était à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. J'avais peur de la mort ce jour.
Dans cette autre pièce, d'autres victimes d'agressions sexuelles partagent en groupe leur traumatisme. Des séances de discussion qui font office de thérapie pour tenter d'atténuer leurs blessures. Je vous encourage à continuer à vous exprimer, parce que parler est le premier remède. Ici, les responsables de l'association comme Dinabel accompagnent les victimes afin qu'elles portent plainte contre leurs agresseurs. Un combat difficile dans un pays où le système judiciaire peine à condamner les auteurs d'abus sexuels, selon la militante. La plupart des cas que nous signalons à la police n'ont pas de suite. On nous dit juste que la personne sera libérée sous caution et c'est tout. Et pour ceux qui sont envoyés au tribunal, l'affaire est sans cesse ajournée. Pour tenter de prévenir ces abus, des éducatrices de l'organisation se rendent au sein des communautés. Dans cette école de Yaoundé ce jour-là, l'intervention de Chanel a pour but de sensibiliser les jeunes garçons et les jeunes filles. Le violeur, c'est monsieur tout le monde. Et on viole monsieur tout le monde. Les militantes comme Chanel sont convaincues que l'éducation des jeunes est la clé pour lutter contre les violences sexuelles. L'importance de la causerie éducative, c'est de sensibiliser les jeunes sur la prévention des violences basées sur le genre, afin qu'ils puissent savoir qu'il faut dénoncer après un acte de violence. Ces dernières années, le nombre de cas de viol et d'abus sexuels a augmenté au Cameroun. Le viol serait utilisé comme crime de guerre dans les zones anglophones. Et les confinements successifs en pleine pandémie de Covid-19 ont également facilité les abus. Retrouvons pêle-mêle à présent d'autres informations hors de nos frontières. Écho de l'interactualité avec Rodrigue Babagüeto. 547 millions de dollars, soit un peu plus de 300 milliards de francs CFA. C'est la somme que l'Ouganda perdrait chaque année dans les flux financiers illicites. C'est ce que révèle le rapport de l'ONG Global Financial Integrity GFI portant sur le secteur des hydrocarbures. D'après ce rapport, les grandes compagnies pétrolières internationales actuellement impliquées dans le secteur pétrolier ougandais sont enregistrées dans des paradis fiscaux et certaines ont des structures cachées qui présentent un risque élevé de flux financiers illicites. Ce chiffre devrait malheureusement grimper avec le début de la progression d'hydrocarbures annoncée pour 2023, selon le GFI. Rappelons que les flux financiers sont des mouvements d'argent et de valeur gagnés et ou utilisés de façon illégitime. En République démocratique du Congo, le gouvernement lance la deuxième phase de la campagne Sauvons nos forêts. Cette campagne, conduite par l'État en partenariat avec une société de production de gaz, vise la protection des forêts de plus en plus menacées par l'utilisation des arbres transformés en bois de chauffage et braise. 5 provinces sur 26 seront couvertes par ce projet d'un montant total de 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard 110 millions de francs CFA. Selon le ministre congolais de l'Environnement, c'est une campagne qui va contribuer à la préservation de la forêt congolaise, deuxième poumon mondial. Malgré tout son potentiel, la RDC connaît un sérieux déficit en électricité, une précarité face à laquelle bon nombre de personnes se sont tournées vers le bois de chauffage et la braise pour la cuisson en zone rurale et bien d'autres activités. L'État congolais encourage ainsi l'utilisation du gaz à la cuisine. Le digital pourrait bien connaître un essor au Maroc d'ici peu. Dans le cadre du programme Sokat Tambia, la Banque africaine de développement vient de signer une convention de partenariat avec un opérateur digital marocain pour soutenir les startups innovantes dans le secteur du numérique marocain. L'objectif est d'appuyer les très petites et moyennes entreprises ainsi que leurs coopératives opérant dans plusieurs régions. Dans la mise en œuvre de ce partenariat, les porteurs de projets retenus pourraient bénéficier des formations ciblées, d'un accompagnement à la création et au développement de leur start-up, ainsi que d'un financement sous forme de dons. D'après les experts, ce partenariat permettra d'aider les start-up développant des solutions digitales innovantes à tirer profit des nouvelles opportunités offertes par la crise liée à la Covid-19 et à créer des emplois. Voilà, madame, monsieur, ainsi va l'actualité en ce début d'après-midi du mercredi 10 mars de l'an 2021. Retrouvez ce journal sur les différentes plateformes digitales de l'ORTB.